c'est une méthode qui est éprouvée, on sait où peuvent être les points de failure et on les anticipe déjà. On a appris de nos erreurs, on essaye d'être un maximum transparent là-dessus parce que finalement ça rassure aussi le client de se dire ok, ils savent de quoi ils parlent, ils sont passés par là. Et donc ça ne vient pas de rien, c'est pas de la méthode pour de la méthode, c'est de la méthode pour s'assurer qu'on délivre des projets qui vont fonctionner. En tout cas, le risque est réduit à son maximum. Qu'ici, il y a une standardisation qui s'opère, des librairies qui sont disponibles, de plus en plus accessibles, de nouveau qui peuvent traiter des problèmes particuliers. Et donc, tu es face à une kyrielle de solutions qui sont à ta disposition aujourd'hui, une série de briques qui peuvent t'aider à construire ta solution. Et donc, il y a cette tendance dans le côté data scientist, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de prôner chez Agility, qui n'est pas dans tu dois connaître tous les modèles à fond et pouvoir comprendre le fonctionnement dans le moindre détail, mais tu dois connaître les principes de base, ce pourquoi ces modèles sont bons, ce pourquoi ils ont leurs limites, pour en fait choisir la solution la plus adaptée en fonction du problème que tu cherches à résoudre. Donc c'est une boîte à outils qui est de plus en plus riche aujourd'hui et qui nécessite moins de connaître vraiment les micro-détails, mais par contre de pouvoir choisir la bonne solution parmi tous ces outils disponibles. Une grande évolution dans tout ce qui est open source. Donc, vraiment, il y a une partie commerciale qui avait beaucoup de leads et puis le côté DeepSeek qui rabat un petit peu les cartes en disant écoutez, niveau open source, Lama faisait déjà pas mal et d'ailleurs je pense que DeepSeek est basé pas mal sur le travail de Lama, mais cette logique d'open source et de contribution de chacun, enfin ça rend de nouveau, il y a eu un grand hype et puis on se rend compte que la technologie peut devenir de plus en plus accessible pour tout un chacun. Le feedback qu'on avait eu d'un client sur un projet de prévision des ventes, je me souviens parce que en plus il était spontané, donc c'est vraiment top, c'est de dire les gars, votre consultant là, en quelques semaines, il a tout compris de notre business et maintenant il nous fait même des recommandations sur des choses que je pourrais mieux faire dans mon métier, quoi. Ok. Hello Chris, merci de venir pour ce deuxième épisode. On a déjà fait le premier épisode donc avec Julien qui nous a un peu présenté son parcours, tout ce qu'il a fait d'un point de vue aider les entreprises et la manière dont notre philosophie commerciale est un petit peu sur la culture d'entreprise. Avec toi, ce que je propose, c'est qu'on reparte de là aussi, mais qu'on deep dive un petit peu plus dans tout ce qui est méthodologie, la manière dont on gère les projets. Mais bon, avant de commencer, je t'invite à te présenter. Salut Alex, merci de m'accueillir ici dans ce podcast. Je suis Christophe Robins, un des deux cofondateurs avec Julien d'Agility. Très brièvement, par rapport à mon parcours, donc j'ai étudié les mathématiques appliquées à l'UCL, il y a un petit temps déjà, quand j'avais encore quelques cheveux. Sachant pas trop quoi faire à la sortie des études, je me suis retrouvé chez Deloitte. Comme quelques personnes à l'époque, exactement. C'était assez classique comme choix. Et là, j'ai démarré dans tout ce qui était CRM, donc vraiment la gestion de la relation client et l'implémentation de systèmes qui permettent justement la gestion de la relation client. Donc Salesforce, typiquement. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé sur ces projets-là à travailler dans l'intégration de données. Donc on était beaucoup sur tout ce qui était échange de données entre systèmes. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre un petit peu, le fait de croiser des informations qui viennent d'endroits différents te permet d'être beaucoup plus productif, quel que soit finalement le travail que tu fais, mais rien que déjà par la connaissance du client que tu peux avoir. J'ai eu l'occasion, pendant cette période-là, pendant ces 5 années aussi, de travailler sur des projets de BI, donc vraiment tout ce qui était reporting, et là, de l'agrégation, de la centralisation de données à des fins analytiques pour pouvoir simplement étudier les processus, les évolutions. Et puis, après ces 5 années passées chez Deloitte, j'ai rejoint l'opérateur telco, avec une double casquette, je veux dire. Il y avait une casquette très orientée dans la continuité de ce que je faisais déjà, donc comprendre la relation client, croiser certaines données, beaucoup de reporting, d'analyse de campagne même, et puis une partie qu'on appelait à l'époque data mining, qui était beaucoup plus de creuser, d'aller chercher des relations plus complexes dans l'ensemble des données qu'on pouvait récolter afin de mieux comprendre le comportement client. Et typiquement, ce qu'on appelait chez les telcos, qu'on appelle toujours chez les telcos, le churn, à savoir la rétention, la fidélisation, comprendre tous les mécanismes qui font qu'un client parte ou qu'un client puisse rester, justement. Et c'est là que j'ai rencontré Julien, qu'on a réfléchi ensemble, se dire tiens, il y a des choses à faire autour de la telco. Alors ça a pris plusieurs années, il y a eu quelques tests à gauche, à droite, et puis on s'est finalement retrouvés ensemble pour se dire ce qu'on fait ici chez vous, en fait, il y a une certaine démocratisation des outils, une certaine accessibilité aussi de la technologie, des barrières à l'entrée qui sont de plus en plus faibles. Eh bien, on peut proposer la même chose, pas nécessairement aux tout gros qui s'équipent de plus en plus, mais aux belles PME. Donc les grosses boîtes qui ont quand même déjà un certain volume, qui se posent un certain nombre de questions, mais qui, avant, n'avaient pas les moyens
parce que c'était un peu inaccessible d'utiliser, de capitaliser sur leurs données. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que je me suis retrouvé chez Agilitic après ce parcours professionnel-là. Super, super. J'ai déjà posé la question à Julien, mais je serais intéressé d'entendre ton point de vue là-dessus aussi. C'est quoi le facteur différenciant d'Agilitic versus les autres boîtes de conseil en data? Parce qu'au cours des dernières années, il y en a de plus en plus. Comment est-ce que Agilitic se démarque selon toi? J'espère qu'on sera aligné là-dessus, hein, parce que ça m'a concerté. Je dirais qu'il y a quelques éléments, mais ce que j'aime beaucoup mettre en avant, c'est d'abord l'orientation résolution de problèmes. Cette orientation on utilise souvent cette phrase, c'est Agilitic, ce désir authentique d'aider, mais vraiment de se dire, OK, c'est quoi le problème que tu rencontres aujourd'hui? Et après, d'être très pragmatique dans l'approche. Donc pour moi, ce sont deux éléments qui sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce que on voit beaucoup de sociétés aujourd'hui, j'en parlais encore hier soir lors d'un événement, qui se disent, voilà, on vient dans une boîte, ce qu'il te faut, c'est une data platform et ça va résoudre tes problèmes. On ne sait pas. Enfin, je veux dire, intéressons-nous d'abord au problème et voyons ensuite quelle peut être la solution adaptée. Et si la solution, j'aime bien prendre cet exemple qui est extrêmement simpliste évidemment, c'est de mettre deux Excel ensemble et d'automatiser cette fusion-là, très bien, faisons-le. Il n'y a pas de snobisme à dire non, il faut absolument mettre de l'IA là où c'est sans doute pas nécessaire. Donc je dirais que c'est vraiment cette combinaison de résolution de problèmes qui est au cœur de ce que l'on fait, combiné à un certain pragmatisme aussi au niveau de technologie et approche, évidemment toujours en capitalisant sur les données, qui font une certaine différence chez nous. Alors, c'est super aligné On avec était raccord? ce que disait Julien, effectivement. Excellent. Et je pense que c'est aussi raccord avec la philosophie générale de l'équipe qui est d'aider les gens, de se focuser sur le problème d'abord et la solution ensuite, 100% alignée. Super. Et est-ce que tu vois une évolution du contexte de l'IA, donc c'est-à-dire une évolution du marché, des trends, des tendances qui apparaissent? On parle beaucoup en ce moment, fatalement, de ChatGPT, mais maintenant on parle aussi de DeepSeek. C'est quoi ton point de vue par rapport à tout ça? Alors, il y a plusieurs tendances, je dirais. Certaines qui sont très spécialisées. On parle de DeepSeek, etc. Donc sur la partie vraiment IA générative. Mais il y a aussi des contextes plus larges qui évoluent et des tendances à ce niveau-là. Donc je pourrais décortiquer ces deux parties. Sur la partie plus GenAI, c'est sûr que ça change extrêmement vite. Enfin, je veux dire, quand on en a parlé, novembre 2022, la première version de ChatGPT est sortie, en tout cas pour le grand public, avec un départ faramineux. Ça a fortement évolué depuis. Et même pour nous qui sommes dans le métier, je veux dire, toutes les semaines, ça évolue, ça change, c'est très difficile de suivre le rythme. Les grands principes restent le même. La tendance que je vois là-dedans, c'est des outils qui sont de plus en plus spécialisés et accessibles en fonction des tâches que l'on essaye de résoudre. Et donc, des approches qui font de plus en plus de sens par rapport aux problèmes qu'on traite et moins des approches très génériques. Donc cette spécialisation de certains modèles pour des tâches spécifiques, est-ce que c'est pour générer du code? Est-ce que c'est pour répondre en tant que customer service? Est-ce que c'est pour être intégré dans des flux qui permettent de faire de la classification de documents ou de l'enrichissement de documents, etc. Et donc, il y a cette logique-là avec une grande évolution dans tout ce qui est open source. Donc, vraiment, il y a une partie commerciale qui avait beaucoup de leads et puis le côté DeepSeek qui amène un petit peu qui rabat un petit peu les cartes en disant, écoutez, niveau open source, Lama faisait déjà pas mal. Et d'ailleurs, je pense que DeepSeek est basé pas mal sur le travail de Lama, mais cette logique d'open source et de contribution de chacun, ça rend de nouveau, il y a eu un grand hype et puis on se rend compte que la technologie peut devenir de plus en plus accessible pour tout un chacun. C'est ça, parce que ce que ça signifie pour les entreprises, c'est que, typiquement pour l'utilisation de DeepSeek, il y a l'option d'utiliser le service DeepSeek payant ou de reproduire dans leur propre système un modèle qui est du coup open source, gratuit, et de ne pas payer de frais de licence pour ça. C'est ça. Et donc les coûts sont plus maîtrisés. Alors il y a des coûts parce qu'il faut évidemment gérer l'infrastructure pour faire l'inférence, on va dire, et pouvoir exploiter ce modèle, mais ce sont des coûts qui sont plus facilement contrôlables, prévisibles et qui ne dépendent pas nécessairement, en tout cas qui sont en corrélation directe avec le nombre d'utilisateurs que tu peux avoir sur la plateforme. Donc, tu peux gérer ça un petit peu mieux. C'est ça. Donc ça, c'est une grande tendance, je dirais, qu'on voit au niveau de GenAI. Au niveau data science, au sens large, ce qu'on constate depuis de nombreuses années, et c'est quelque chose qui avait déjà été amorcé à la création d'Agilitic, mais qui est de plus en plus vrai, c'est tout ce qui est la commoditisation, on va dire, des services. Là où il y a encore une dizaine d'années, quand tu voulais créer ton modèle ou que tu voulais travailler avec un certain type d'algorithme pour un problème bien particulier,
c'était compliqué, il y avait beaucoup de réentraînement, enfin, c'était chaque fois beaucoup de sur-mesure. Qu'ici, il y a une standardisation qui s'opère, des librairies qui sont disponibles, de plus en plus accessibles, de nouveau, qui peuvent traiter des problèmes particuliers. Et donc, tu es face à une kyrielle de solutions qui sont à ta disposition aujourd'hui, une série de briques qui peuvent t'aider à construire ta solution. Et donc, il y a cette tendance dans le côté data scientist, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de prôner chez Agility, qui n'est pas dans tu dois connaître tous les modèles à fond et pouvoir comprendre le fonctionnement dans le moindre détail, mais tu dois connaître les principes de base, ce pourquoi ces modèles sont bons, ce pourquoi ils ont leurs limites, pour en fait choisir la solution la plus adaptée en fonction du problème que tu cherches à résoudre. Donc c'est une boîte à outils qui est de plus en plus riche aujourd'hui et qui nécessite moins de connaître vraiment les micro-détails, mais par contre de pouvoir choisir la bonne solution parmi tous ces outils disponibles. Donc il y a quand même ce shift qui s'opère et on voit ça aussi au niveau de Generi. C'est ça. Et tu l'as dit, hein, donc ça évolue de plus en plus vite. Toutes les semaines, il y a de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux outils ou de nouvelles technologies, de nouvelles librairies qui apparaissent. Est-ce que tu sais en dire un peu plus sur comment Agility fait pour se tenir à jour, pour pouvoir apporter toujours plus de valeur aux clients? Oui, alors c'est quelque chose que j'ai emprunté à vous. C'était un slogan qu'on utilisait à l'époque. C'était le positionnement vous qui était dans une logique de smart follower, comme il disait. Donc, on est une trentaine chez Agility. On n'a pas la prétention de pouvoir avoir 10 personnes qui font de la R&D à longueur de temps. Et ce n'est pas notre objectif non plus. Donc, on a un positionnement qui est plutôt la data science appliquée, je dirais. Et donc, ça se traduit comment par rapport à ce sujet-là? C'est qu'on ne va pas suivre chaque tendance dès qu'elle sort. On va attendre que le soufflet retombe un petit peu. Voilà, ici, on a parlé beaucoup de DeepSeek ces dernières semaines. C'est encore un peu tôt pour évaluer tout le reste de DeepSeek. Voyons ce que ça donne concrètement comme résultat, des gens qui l'ont peut-être déjà testé, des retours d'expérience pour se dire, OK, là, on commence à voir quelque chose qui est stable, qui est suffisamment mature que pour se dire, OK, on y va. Maintenant, on passe un petit peu de temps pour intégrer ça dans notre boîte à outils. Et donc, on essaie de faire ça pour pas mal de technologies. Et donc, effectivement, on n'a pas été les premiers à se lancer dans tout ce qui était les RAG, les bots et autres, parce qu'on s'est dit, OK, il y a une tendance, il y a des choses pour lesquelles ça va être très bien, d'autres choses pour lesquelles ça va être moins bon, peut-être moins efficace. Et donc, on a attendu un petit peu, et maintenant, on va très concrètement dans deux pistes qui fonctionnent extrêmement bien. C'est tout ce qui est les RAG d'entreprise, donc vraiment travailler sur ta gestion documentaire. Et il y a des frameworks qui sont extrêmement stables, réputés, qui ont été testés, d'autres qui ont été mis de côté. On se dit, OK, on peut avancer avec cette approche-là pour justement permettre aux entreprises d'avoir leur chat GPT sur leur base documentaire. Peut-être juste définir RAG avant Oui, de RAG, continuer. effectivement. Donc RAG, c'est Retrieval Augmented Generation. Donc tu peux vraiment le voir comme un outil tel que ChatGPT qui te permet d'interagir avec ta base documentaire à toi. Et uniquement à toi. Donc, tes documents, alors tu peux la connecter à l'extérieur aussi, mais dans un premier temps, c'est vraiment de se dire, dans les entreprises, on voit qu'il y a de la connaissance qui est un petit peu disséminée partout. Comment est-ce qu'on parvient à recentraliser cette connaissance et à la rendre accessible finalement aux collaborateurs? Et donc, comme c'est souvent de la donnée qui est non structurée, qui peut être dans des formats différents, avec des endroits un petit peu, dans des endroits disparates, avec des gens qui vont requêter ou en tout cas chercher cette information de manière différente. On ne peut pas avoir une approche standard. Et donc, travailler avec cette logique de bot permet à chacun de poser la question selon sa fonction, selon ses besoins, mais malgré tout de travailler sur une base commune. Et donc ça, c'est vraiment cette logique de RAG. Et ça, ce sont des cas d'usage où on a vu, après quelques mois, OK, il y a de la valeur ajoutée, il y a de la maturité qui s'installe dans les frameworks. Et même s'il y a encore des nouveaux frameworks aujourd'hui, la base, elle est là, elle est solide et elle apporte de la valeur. Donc là, on voit que ce sont des cas d'usage sur lesquels on peut se lancer. Et idem sur l'intégration de ces modèles de langage, je dirais, sur, ou dans l'intégration de processus opérationnels. Que ce soit pour de la classification, de la redirection d'emails, par exemple, ou du traitement de documents non structurés qui peuvent être des factures qui viennent de plein de fournisseurs différents, avec de l'information extrêmement éparse et détaillée, de pouvoir restructurer toute cette information au travers de ces modèles de langage. Et donc, au sein d'Agility, on l'a déjà dit, hein, on part toujours des problèmes. Mm-hmm. Est-ce que tu sais donner un petit peu une vision d'ensemble sur les différents problèmes sur lesquels on peut agir avec l'IA ou avec la donnée dans différents départements? Oui. Alors,
On voit 3 piliers en particulier sur lesquels on peut agir. Évidemment, c'est pas exhaustif, mais on essaye quand même. Enfin, on se rend compte que la majorité des projets tombent là-dedans, et c'est important de nous développer notre expertise dans chacun de ces 3 piliers. Le premier, c'est tout ce qui est dans la performance commerciale. Donc, on va avoir là-dedans les activités de sales et marketing, typiquement. Donc, tu peux penser à tout ce qui est l'augmentation de la création de valeur autour de l'acquisition de clients, l'augmentation de la valeur des clients au travers de la proposition de nouveaux services, de nouvelles offres, la fidélisation, la rétention de clients. On sait que ce sont des points qui sont très très importants dans de nombreuses industries, parce que acquérir un client coûte, la mesure est encore là, 7 fois plus cher que d'en garder. Et donc il y a un vrai travail qui est fait sur la rétention, la fidélisation, la compréhension en fait de ces mécanismes qui font que des clients peuvent partir du jour au lendemain. L'optimisation des budgets marketing se retrouve aussi là-dedans, et ça, aussi bien au niveau B2C qu'au niveau B2B. Il y a des sources d'informations qui te permettent de faire un travail très, très enrichissant, aussi bien en interne dans les données transactionnelles, opérationnelles, qu'avec des sources extérieures. Pour toutes les données, liées aux entreprises qui sont disponibles publiquement, données bilantaires et autres dans le cadre du B2B. Mais il y a également des informations qui sont disponibles au niveau B2C, à des niveaux parfois très détaillés, alors pas individuels, on travaille dans le respect du GDPR, mais avec des partenaires où on peut aller chercher des informations au segment de rue, donc à une dizaine de maisons près, de dire tiens, voilà quelles sont les informations socio-économiques, sociodémographiques liées à ces petits segments. Donc ça, c'est un premier pilier. La performance commerciale. Performance commerciale, c'est le premier. Okay. Le deuxième, c'est tout ce qui est l'efficacité opérationnelle. Et donc ça, c'est ce qu'on voit très très fort pour l'instant. Il y a une grosse tendance à aller vers ce genre de projet pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gains qui sont plus immédiats, plus facilement observables là-dedans. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par efficacité opérationnelle ? Ça va être tout ce qui est automatisation de certains flux, réduction du travail finalement des opérateurs dans soit du traitement de plaintes par exemple, dans le traitement de documents, j'en parlais tout à l'heure. Donc tous ces projets qui permettent d'automatiser des tâches qui sont répétitives, parfois complexes pour un humain, et qui peuvent être facilement automatisables et pris en main par une machine. Et donc là, typiquement, on va travailler sur la vitesse de traitement, on va travailler peut-être sur la qualité de certains traitements, voire le coût pour ces processus-là. Alors, on a une grande majorité de projets autour des processus administratifs, mais on a également pu travailler sur des processus logistiques, par exemple des commandes de pneus, un chouette projet par ailleurs, pour optimiser finalement le coût de commande sous toute une série de contraintes, avec des résultats très très tangibles et immédiats. Mais on peut également travailler sur des processus industriels où on est occupé pour l'instant, typiquement à optimiser les paramètres sur une chaîne de production pour optimiser, en tout cas pour avoir un rendu qui est exactement celui qu'on veut derrière, parmi une multitude de paramètres qui sont disponibles. C'est ça. Et avant peut-être d'attaquer le troisième pilier, ici je pense qu'il y a beaucoup de dirigeantes et de dirigeants d'entreprise qui se posent des questions sur OK, mais quel est le message que j'envoie à mes travailleurs ? Est-ce que je risque pas de créer une peur liée à cette automatisation de certaines tâches ? Alors, dans tous les projets qu'on a menés qui ont permis une réduction, on va dire, du traitement, j'en ai pour preuve, je peux en citer plusieurs, un projet où on a automatisé le traitement des plaintes, par exemple, qui venaient de citoyens. On a diminué par un facteur 10 le temps de traitement de ces plaintes. Mais il faut savoir que les personnes qui traitaient ces plaintes n'avaient pas que ça à faire. Enfin, ce ne sont pas des personnes qui étaient engagées juste pour ça. C'est une tendance qui a été croissante et qui est venue polluer leur travail au quotidien. Et donc, ces personnes se sont retrouvées très contentes de se dire, OK, ce genre de travail qui est un petit peu ingrat, très répétitif, très répétitif et avec peu de valeur ajoutée, mon intelligence, elle est mieux utilisée ailleurs. Et donc, il n'y a pas de remplacement. Quand je parlais aussi tout à l'heure d'un processus d'automatisation, de vérification de factures entrantes, donc il y a tout ce qui est de dire OK, je prends le PDF dans une boîte mail, je vais le télécharger, je vérifie parfois jusqu'à 12 000 lignes d'envoi pour voir est-ce que ça correspond à ce qu'on a effectivement livré. C'est très peu gratifiant, c'est prône à l'erreur, et donc les gens sont contents de se débarrasser de ce genre de tâches. Et il y a d'autres choses à faire. Enfin, je veux dire, les métiers se complexifient. Il y a d'autres activités qui apparaissent au sein des entreprises. Et donc, à ma connaissance, je peux me tromper, mais à ma connaissance, dans aucun de ces projets, on a dû virer des gens après en se disant « ça ne va plus ». Et donc, toute cette efficacité, elle permet de travailler sur d'autres choses après qui permettent, elles, de créer plus de valeur. Donc, il y a une réduction de coûts dans l'immédiat,
mais qui permet à terme de créer d'autres choses et de créer plus de valeur pour l'entreprise. Magnifique. Mais Magnifique. ça se fait pas n'importe comment, attention. Je dis pas que c'est facile pour autant. On sent qu'il y a une résistance de certaines personnes. Évidemment, au début, il y a une peur qui est légitime, mais qui est une peur de l'inconnu. Parce qu'on ne sait pas ce que ça peut faire, jusqu'où ça peut aller. Et donc, c'est important de comprendre cette peur dès le début, d'impliquer quelques-unes de ces personnes qui vont être, influencées par ce changement et plus qu'influencées, pour se dire, OK, on travaille sur une solution qui va réellement les servir, que ces personnes vont comprendre pour pouvoir justement l'adopter et se dire, OK, maintenant, je peux te passer à autre chose. C'est ça. Il faut impliquer tout le monde et y aller pas à pas. Mais on va y revenir dans un instant. Ouais, ça va. Tu abordais un troisième pilier. Oui, alors il y a le troisième pilier qui est toute la partie financière. Donc là, on va s'adresser typiquement au CFO. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on parle beaucoup d'IA, etc. Mais la plupart des problèmes, c'est la plupart des questions que les CFO peuvent se poser, c'est dans le fait d'avoir une vue qui soit unique et consolidée simplement de la santé financière de l'entreprise. Et donc, on est beaucoup dans de la réconciliation d'informations, l'amélioration de la qualité de l'information à des fins de reporting. Et là, il y a énormément de choses, de questions qui peuvent être répondues simplement. Alors, je dis simplement, on n'est pas dans des problèmes qui sont extrêmement complexes, mais qui demandent quand même du travail, de l'effort. Donc, je veux dire, c'est autrement, c'est pas compliqué, c'est complexe, mais c'est pas compliqué d'arriver à trouver les bonnes solutions. D'autres éléments qui sont intéressants dans tout ce qui est le pilier financier, c'est la détection de fraude. Donc là, on a pas mal travaillé aussi. On a profité de notre connaissance, je dirais, dans tout ce qui est gestion documentaire, qu'on a vu dans le pilier opérationnel, pour développer des accélérateurs dans ce qui est détection de fraude. Donc voir est-ce que des documents ont été falsifiés, avec toute une série de checks qui peuvent être faits pour générer des alertes en disant attention ici, lors de la soumission des demandes de crédit par exemple, il y a une alerte, l'opérateur peut aller checker un peu plus en détail. C'était intéressant quand on a fait des tests par rapport à ça. Des documents qui nous avaient été envoyés par le client comme étant valides, on a trouvé des suspicions de fraude qu'eux n'avaient pas détectées. Magnifique. On leur a envoyé pour réflexion et effectivement, parmi eux, ils ont dit on va investiguer un petit peu plus parce que c'était pas très net. Donc, il y a moyen d'aller très très loin là-dessus. Évidemment, tout ce qui est fraude aussi liée aux transactions, etc., qui sont des cas, je dirais, un peu plus classiques de détection de fraude, sont un pilier très intéressant dans tout ce qui est finance. D'un point de vue méthodologie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur le procédé agilitique ? Oui, alors le procédé agilitique, on l'a pas inventé. Enfin, je veux dire, on s'est basé sur quelque chose d'existant qui fonctionnait bien. Je veux dire, pour les plus vieux data scientists qui nous regarderont peut-être, il y a la fameuse méthodologie de CRISP-DM. Donc, on parlait beaucoup de data mining à l'époque. Et donc, CRISP-DM, c'est Cross Industry Standard Process for Data Mining. Donc, c'est vraiment d'avoir une approche qui est, peu importe le secteur, qui peut s'appliquer à tous les problèmes de data mining. Alors, évidemment, c'est une base, mais qu'on a un petit peu travaillé au fil du temps et mis à la sauce agilitique. Mais néanmoins, elle couvrait déjà toute une partie du cycle de vie d'un process de data science. Et donc, de data science qui peut être de la modélisation prédictive, mais également appliqué à la génération de reporting, la création d'insights sur des analytics, on va dire, un peu plus simples, sans aller dans des modèles extrêmement compliqués. Et également, aujourd'hui, on le voit, qui peuvent s'adapter à des problèmes plus orientés IA, finalement. Donc, on l'a rendu suffisamment générique pour se dire, de la compréhension du problème jusqu'au déploiement, ben voilà les étapes, voici quels sont tous les checks à suivre. Et c'est quelque chose qui tient assez bien la route et duquel on peut s'inspirer. Évidemment, on l'a mis un peu plus à notre sauce. Et il y a toute une série d'éléments forts pas des échecs, mais des lessons learned, on va dire, de certains projets ou des choses qui ont moins bien fonctionné sur certains projets, parce qu'on en a plus de 300 à notre actif maintenant. On s'est dit, OK, là, il y a moyen d'améliorer. Et il y a quand même on pourra peut-être en reparler tout de suite, mais il y a quand même trois grandes pistes, en tout cas, qu'on a explorées, ou en tout cas qu'on a pas mal améliorées sur base de ce framework. C'est ça. C'est donc au fur et à mesure de l'expérience, on raffine la méthodologie, et au final, ça nous permet de diminuer le risque qui est lié au projet data. Voilà. Le risque, forcément, pour nous, parce qu'on ne veut pas non plus que des projets débordent, mais aussi le risque, surtout pour le client, de pouvoir le rassurer en leur disant c'est une méthode qui est éprouvée, on sait où peuvent être les points de failure, et on les anticipe déjà. On a appris de nos erreurs, on essaye d'être un maximum transparent là-dessus, parce que finalement, ça rassure aussi le client de se dire, OK, ils savent de quoi ils parlent, ils sont passés par là. Et donc, ça ne vient pas de rien, c'est pas de la méthode pour de la méthode, c'est de la méthode pour s'assurer qu'on délivre des projets qui vont fonctionner. En tout cas, le risque est réduit à son maximum.
C'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous parler justement de quelques couacs qu'il y a eu dans certains projets et comment ça a permis justement d'enrichir cette méthodologie? Oui, alors, premier type de problème qu'on a rencontré, c'est le fameux scope creep. Donc, en fait, le fait de dévier du périmètre du projet. Pourquoi? Parce que l'objectif du projet n'a pas été suffisamment défini. Donc, on a été, on sait ce qu'on veut faire. On pourrait dire, par exemple, si je fais l'analogie, tiens, on va développer un modèle de churn. On n'a pas Donc un modèle exactement d'attrition, un un modèle modèle d'attrition. pour prédire les clients qui partent. Exactement. Mais je veux dire, selon l'industrie et autres, rien que de se dire, OK, mais comment est-ce qu'on définit le churn? À quoi va ressembler la solution? Parce que c'est bien d'avoir un modèle, mais ce modèle, je veux dire, s'il n'est pas en production, s'il n'y a rien qui est fait comme recommandation, s'il n'y a rien qui est intégré avec la solution finale, où est-ce qu'on s'arrête finalement et où est-ce que l'équipe du client reprend la main? Et donc, il y a des projets où on a été... Alors ici, évidemment, c'est simplifié, mais on n'a pas été suffisamment loin dans la description du périmètre du projet pour se dire voilà où peut être notre intervention, voilà où est l'intervention du client. Et donc, ça a mené à des discussions qui pouvaient parfois être difficiles, avec des débordements qui font que la confiance peut un peu se perdre entre le client et nous. Donc ça, je dirais, c'est une première partie. Et on l'a vu sur des projets, surtout sur les projets où il fallait aller jusqu'à un certain niveau de mise en production. Où là, c'était un peu clair sur ok, est-ce que ça fait partie encore du périmètre du projet ou pas, à partir de quel moment le client le reprend. Donc, il y a une logique de périmètre et de rôle et responsabilité, on va dire. Donc premier apprentissage, c'est vraiment passer suffisamment de temps pour bien définir le problème, pour bien être sûr qu'on soit aligné au sein de l'équipe avec le client sur ce qui est attendu, ce qui est le livrable, comment est-ce qu'on va y arriver. C'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on propose maintenant dans notre approche de se dire, après un premier rendez-vous où on liste les problèmes, les grandes questions, je veux dire, que nos interlocuteurs peuvent se poser, on essaie déjà de voir, tiens, est-ce que dans ces problèmes, il y a des choses qui peuvent être résolues grâce à la data? Ça reste notre fuel. On ne va pas faire des projets de création d'applications ou autre. Ce n'est pas dans notre cœur de métier. Mais si on voit qu'il y a des problèmes qui peuvent être résolus partiellement ou complètement avec l'utilisation de la donnée, on se dit, OK, on sélectionne les deux, typiquement top 1, top 2 des priorités. Et on va organiser avec le client 1 à 2 workshops avec aussi bien les personnes du métier que les personnes de l'IT, parce qu'on pense justement au déploiement, des ateliers qui vont permettre de creuser véritablement le problème et de se dire, on est d'accord quand on sort de là que voilà ce qu'on va chercher à faire, voilà comment on va y arriver, voici les résultats attendus, les livrables attendus. Et ça nous permet de formaliser une approche qui est extrêmement claire, qui a déjà été discutée avec le client et qui ensuite peut être affinée jusqu'à arriver à quelque chose où tout le monde est d'accord. Mais la précision qui peut être obtenue au sortir de ces ateliers, on a maintenant effectivement une liste de questions pour se dire il n'y a plus de doute, on sait les petits points qui peuvent fâcher. Nos fameuses checklists pour être sûr que tout se passe de la meilleure des manières. Magnifique, magnifique. D'autres apprentissages qu'on a intégrés à la méthode que tu voudrais partager? Oui, il y a une logique liée au déploiement. Ouais. Donc, la méthodologie CRISP-DM parle effectivement de déploiement où voilà, on déploie, on s'arrête. Et là, il y a quand même des éléments qui sont très, très importants. Les data scientists sont encore très, très connus pour ça. Ils développent dans leur notebook et ça fonctionne sur leur machine. Et donc, à partir du moment où le modèle fonctionne sur leur machine, c'est bon, le projet il est fini. Il n'y a qu'à le mettre sur une machine qui tourne en prod et on est bon. Ce faisant, on se rend compte qu'on n'est jamais qu'à la moitié du chemin à partir du moment où on a une solution qui est fonctionnelle et qui a été évaluée, validée par le business. Et le déploiement prend quasiment autant de temps que la première moitié du projet. Et ça demande effectivement beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes pratiques à respecter pour s'intégrer dans l'entreprise, des standards en termes de comment est-ce qu'on code les choses, comment est-ce qu'on s'intègre, quelles sont les règles de sécurité à respecter, comment est-ce qu'on déploie, comment est-ce qu'on fait des mises à jour. Et puis toute la partie qui vient a posteriori, quand le modèle a été déployé, comment est-ce qu'on va surveiller ces modèles-là, comment est-ce qu'on va détecter de potentiels problèmes, comment est-ce qu'on réagit en cas d'erreur. Et donc, il faut penser à tous ces scénarios-là, ce qui fait qu'il y a quand même un déploiement et un après-déploiement, un hypercare, qui sont extrêmement importants à considérer dès le début du projet pour éviter de se dire « Ah ben voilà, on a un modèle, mais maintenant, il faut rempiler. On n'a encore rien qui est en production et tant que ce n'est pas en production, ça ne sert à rien. » Et donc, cette phase-là de mise en production, on y a accordé beaucoup plus d'importance, notamment au travers aussi, je dirais, de la création de cette practice, alors data engineering, qui n'est pas pour de dire on fait,
des projets purs IT ou autres, mais de se dire, ces profils, ces personnes chez nous euh, soutiennent nos data scientists à respecter les bonnes pratiques et à se préparer à cette mise en prod et pensent à tout l'après. Pour se dire, comment est-ce que j'ai un pipeline de données, un pipeline de transformation, comment est-ce que je m'assure que ma solution elle est automatisée, elle est suivie, j'ai une gestion des erreurs qui est propre, et si je veux faire des mises à jour, je ne casse pas tout. Et donc, il y a toute une série de principes qu'on a pu développer là autour du déploiement pour se dire, avoir ton modèle finalement qui est là, c'est que la première étape, c'est que le début. Et il y a tout l'après, tout le cycle de vie finalement des solutions que tu déploies qu'il faut prendre en compte. Et ça, on l'a appris parce que dans certains projets, effectivement, on n'a pas intégré ces dimensions IT suffisamment en amont. Et on s'est confronté à, voilà, on a une solution, comment est-ce qu'on la déploie maintenant ? Et on se retrouve face à des architectes de manière légitime, des data architectes ou des enterprise architectes qui disent, écoutez les gars, c'est pas comme ça qu'on travaille chez nous, il faut vraiment revoir votre copie, quoi. Et que si on a ces personnes autour de la table, c'est ce qu'on fait maintenant dès le début, et il ne faut pas prendre, ce sont des personnes qui sont extrêmement occupées, donc il ne faut pas leur prendre non plus 40 journées, mais d'avoir 2 heures à 4 heures maximum qui peuvent être réparties de manière intelligente en début de projet. On sait quelles sont les lignes de conduite à respecter pour faciliter cette intégration, qui est super importante. Donc ça, c'est une deuxième dimension qu'on a fortement intégrée dans notre méthodologie de travail. Et la troisième, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, déjà, et elle englobe vraiment, je dirais, l'ensemble de notre méthodo, c'est l'implication du client. Beaucoup de projets peuvent foirer, disons-le clairement, parce qu'on n'a pas intégré suffisamment le client dans le développement. Donc il y a la partie, j'en ai parlé tout à l'heure, de la réflexion en amont, la définition de ce que l'on va produire. Alors, je parle de statistiques qu'on a vues, qu'on voit beaucoup. Tiens, quelles sont les raisons finalement du fait que des projets en data science ne sont pas successful ? Simplement parce que ça n'a pas été adopté in fine chez le client. Et on l'a vu sur certains de nos projets. Et donc là, ce qui est vraiment clé pour nous maintenant, c'est dès le début du projet d'identifier au moins une personne dans l'organisation qui va pouvoir suivre notre équipe, être impliquée dans les réunions, même daily. Si la personne ne développe pas en tant que telle, mais impliquée dans cette réunion de suivi pour voir exactement ce qu'il en est, et personne qui va être la plus apte à reprendre notre solution. Alors peut-être pas pour se dire j'ai complètement la main et je peux redévelopper des nouveaux modèles à partir de là et autres, mais en tout cas de la comprendre suffisamment, de comprendre suffisamment ce qui est en place pour en assurer une maintenance minimale sans devoir dépendre de nous, et donc de facto assurer une adoption par les équipes en interne. Et pour nous, ça, c'est extrêmement important dans la réussite d'un projet. Et donc, ça se traduit par quoi ? Par l'implication. On a identifié des rôles, des personnes qu'on doit impliquer aussi à des moments clés du projet, et pas juste à la fin, lors de la réunion de restitution, pour dire voilà la solution, amusez-vous bien, quoi. C'est ça. Le piège, c'est de... Allez, souvent, les gens sont quand même impliqués un tout petit peu au tout début, et puis un tout petit peu à la toute fin, mais c'est vraiment tout au long du processus, il faut impliquer l'équipe client dans le projet. C'est clé. Et effectivement, l'équipe client, on parle aussi des utilisateurs finaux qui revoient les versions intermédiaires de ce que l'on fait et autres. C'est extrêmement important. On a eu le cas. Alors, on a eu un peu moins le choix là parce que c'était une organisation un peu plus grande où on nous a demandé de développer une solution, un modèle, okay, peu importe. On a questionné la légitimité en se disant ce qu'on peut voir avec les utilisateurs finaux, ce qu'ils vont faire et comment ils vont réellement l'utiliser. Et comme l'organisation était très très large avec des rôles, des silos, etc., on n'a pas eu accès en tant que data scientist directement au métier. On a fait confiance, on a travaillé. Et après quelques mois, on a demandé d'utilisation, on a demandé à pouvoir avoir des statistiques justement sur l'utilisation des modèles, de la solution qui avait été développée. Ça a été compliqué. On s'est demandé pourquoi. Et en fait, on s'est rendu compte une fois, en se battant bec et ongle, qu'on a pu obtenir l'information, qu'en fait, le business n'avait jamais utilisé ce qu'on avait développé. Donc il y avait des logs qui avaient été mis en place. Zéro utilisation du produit développé. Pourquoi ? Parce qu'entre le moment où un besoin avait été exprimé peut-être par une personne, ça avait été pris tel quel et transformé directement en une solution, sans aller rechallenger les utilisateurs, sans voir exactement mais comment ils allaient l'utiliser, ou poser les 5 why de pourquoi tu as besoin de tout ça, et d'aller comprendre les fondamentaux du problème. Et donc on a développé une solution qui, in fine, n'a complètement pas matché. Et donc ça a été du temps perdu pour tout le monde. C'est ça. De l'argent et du temps perdu. La frustration, la perte de confiance. Effectivement, au final, un algorithme d'IA, une utilisation intelligente des données, un algorithme quelconque,
tant qu'il n'est pas implémenté et adopté, c'est une perte d'argent et ça ne génère pas de ROI. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé notre méthodologie Adopt, il me semble. C'était ça vraiment le point central, c'est cette frustration de se dire, OK, c'est heureusement une minorité des cas, mais il y a parfois des solutions géniales qui ne sont pas implémentées et qui du coup ne délivrent pas elles ne délivrent pas leurs promesses. Et grâce à justement cette amélioration de méthodologie, eh bien, on a pu mettre en place les mécanismes qui permettent de maximiser la chance que ce soit adopté in fine. Exactement. Et il y a une phrase lors d'une discussion que j'ai eue avec un ingénieur de chez Google, peut-être en 2017-2018, hein, donc ça date déjà, mais ça reste très très valide. Donc Google, qui est quand même une boîte très tech-savvy, on va dire, hein, je pense que tout le monde pourra s'accorder là-dessus, très centré évidemment sur les données. Et il m'a fait... Ça m'a fait réfléchir à plusieurs égards parce que je trouvais ça très pertinent comme réflexion, et a fortiori venant de quelqu'un qui travaille chez Google. Il disait, écoute, c'est simple, chez Google, 80% des projets qu'on fait autour de la data ne nécessitent pas de faire du machine learning ou de l'AI. On parle quand même de Google. Il dit 80% des projets, des questions qu'on se pose, ne nécessitent pas d'aller dans des problèmes ou dans des solutions extrêmement complexes. Bon reporting, un bon croisement de données, un bon analytics te répond déjà à 80% des questions. Dans les 20% restants, ce qui est clé, c'est d'aller le plus vite possible en production. D'accord ? Donc vraiment d'implémenter la solution en production pour qu'elle puisse être utilisée. Et nous, on allait maintenant un petit peu plus loin, et j'aime beaucoup ça, et c'est le point dont je parlais tout à l'heure, hein, autour de ce déploiement, de ce monitoring, se dire, OK, on a quelque chose on a un produit finalement qui est là et qui se maintient, qui n'est pas juste une analyse one-shot. Mais au-delà il faut que ça soit en production, il faut que ça soit utilisé, adopté en production. Et c'est là la nuance supplémentaire qu'on a amenée au fil de nos projets, c'est de se dire, c'est pas juste un produit qui est poussé et qui techniquement fonctionne, c'est un produit qui est réellement utilisé parce qu'il répond à une problématique métier. Et donc, de bien définir le problème et d'impliquer les utilisateurs tout au long du développement garantit cette adoption. En tout cas pour nous, permet de maximiser cette adoption. C'est ça. C'est aussi un exercice de communication, c'est-à-dire que non seulement le fait d'impliquer les utilisateurs permet d'améliorer la solution finale, mais aussi le fait de les faire contribuer, eh bien, quelque part, on a l'acceptation de l'utilisation du fait de leur implication. Ouais. Et là, je me raccroche aussi, alors c'est pas de moi, hein, je pense que c'est McKinsey qui avait sorti les stats, des projets de data science au sens large. Hein. De nouveau, dans data science, ça peut être un peu plus d'IA, ça peut être un peu plus d'analytics, whatever. C'est 30% de technologie et 70% de transformation. Et donc, c'est vraiment ça qu'on essaye d'appliquer aussi chez nous, c'est de se dire, si on passe suffisamment de temps à faire des séances de psychanalyse avec nos clients, comprendre véritablement leurs problèmes pour bien définir quel est leur problème et donc de trouver la solution adaptée et qu'on les embarque dans la création de cette solution, dans une logique de co-création justement, à la fin, on va avoir cette adoption parce que c'est beaucoup de gestion du changement au sens très très large, plus que des problèmes technologiques parce que comme je le disais un peu plus tôt, la technologie devient de plus en plus une commodité. Alors certes, il y a de plus en plus d'outils, mais on sait rapidement dire aujourd'hui, est-ce qu'un problème, on va pouvoir le résoudre ou ça va être extrêmement compliqué. Et donc, le défi, il est là, mais il est moins là qu'avant. Et il est plus dans tout ce qui est autour, parce que, tu le disais aussi, les gens peuvent avoir peur, les gens se méfient, il y a de l'inconnu, il y a des préconceptions, des méfiances. Et donc, comment est-ce qu'on travaille autour de ça pour s'assurer que ça soit adopté à la fin ? Donc, tu disais qu'un projet, c'est 70% au final de changement, d'aide au changement, 30% purement technique. Comment est-ce que ça se traduit un petit peu dans les profils de data scientist qu'on recherche ? Selon toi, c'est quoi un bon data scientist ? Ouais. Alors, je dirais qu'il y a un ensemble de compétences, évidemment, à chercher. Il y a un premier ensemble de compétences qui sont vraiment liées à un aspect plutôt business. C'est-à-dire, on n'a pas chez Agitic nécessairement les experts dans tous les métiers possibles et imaginables à travers l'ensemble des projets qu'on mène. Néanmoins, il y a ce besoin d'aller comprendre le problème du client. Donc cette volonté aussi de se dire, OK, je suis suffisamment ouvert que pour aller bien comprendre le problème et m'intéresser au problème du client plus qu'à la solution technologique qu'il y a derrière dans un premier temps. C'est vraiment cette ouverture, cette curiosité intellectuelle à se dire, OK, je suis là pour comprendre ce problème et après être dans la résolution du problème. Et comment est-ce que je vais pouvoir découler ça ? Et donc, il y a une logique de
résolution de problèmes qui passe par cette meilleure compréhension, ce découpage dans des solutions, des modules, des projets qui soient atteignables après et sur lesquels évidemment la donnée peut aider. Donc ça, c'est une partie qui est extrêmement importante, évidemment. Je parlais dans la méthodologie aussi, si le problème n'est pas suffisamment bien défini, et le data scientist a, même quand le projet démarre, besoin d'aller au fond des choses dans cette compréhension du problème pour apporter la bonne solution. Le feedback qu'on avait eu d'un client sur un projet de prévision des ventes, je me souviens parce que en plus c'était spontané, donc c'est vraiment top, c'est de dire ouais, les gars, votre consultant là, en quelques semaines, il a tout compris de notre business et maintenant il nous fait même des recommandations sur des choses que je pourrais mieux faire dans mon métier, quoi. Alors, on va pas y arriver partout parce que les experts chez nos clients connaissent très très bien leur sujet, mais le fait de pouvoir absorber et de faire du problème du client le sien, c'est pas évident. Et ça demande un ensemble de compétences qui sont pas là pour le coup techniques, mais qui demandent de l'empathie, de la curiosité, de la patience pour pouvoir faire de ce problème le sien. Et une fois que ce problème est devenu le nôtre, là, il y a tout un ensemble de compétences qui peuvent être plus techniques. Et je pourrais y revenir dans un instant. Donc, dans ces compétences, je dirais, après la session technique, métier, bref, on peut le catégoriser comme on veut, mais il y a aussi un aspect de communication. On travaille sur des sujets qui sont parfois complexes. Comment est-ce qu'on parvient à restituer cette complexité de manière simple à des audiences... À vulgariser. Voilà, à vulgariser finalement. C'est d'ailleurs le mot qu'on utilise. Comment est-ce qu'on parvient à vulgariser cette complexité pour un public qui n'est pas nécessairement au fait de tout ce qui peut se passer. Donc là, ça demande aussi pas mal d'efforts et c'est ce qu'on teste d'ailleurs lors du recrutement. Très vite, on voit si techniquement la personne elle est capable de coder ou pas coder. Mais comment elle explique ce qu'elle a fait, comment est-ce qu'elle restitue l'information de manière claire et vulgarisée, c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de différences entre pas mal de candidats. Donc ça, je dirais, sont sur les aspects qui sont fort liés à de la consultance de manière globale, peu importe qu'on ait des profils data scientist ou pas derrière. Évidemment, ce qui fait la différence après, c'est l'ensemble de compétences techniques. Et là, ce qui est important dans les compétences, c'est de connaître les fondamentaux. Pas de se dire, typiquement, oui, les réseaux de neurones et autres, voilà, je sais exactement comment ça fait, je peux recoder le mien. Mais c'est du SQL. Comment est-ce que je peux faire des queries sur des bases de données, qu'on le veuille ou non? Il y a du SQL partout, il y a des bases de données partout, il y a de l'interrogation à faire. Il faut comprendre ces mécanismes, comment les données peuvent être liées entre elles dans différents systèmes. Ça reste la base. Ensuite, une fois que j'ai été chercher cette information, comment est-ce que je la transforme pour arriver à mon résultat? Et ça peut être fait en SQL chez certains clients. Aujourd'hui, 95% de nos projets, c'est du Python, typiquement. Alors, il faut avoir la connaissance de ce langage-là et puis aussi comprendre quelles sont les transformations, les checks de qualité à faire pour pouvoir arriver à la solution qu'on veut développer. Et donc, ça, ce sont des bases sur comment je vais chercher la donnée, qu'elle soit directement accessible via API ou autre, comment je la transforme et après, comment est-ce que je la déploie d'une certaine manière. Et sur cet aspect déploiement, c'est quelque chose qui a été plus compliqué dans les profils agitiques parce qu'on a des profils qui historiquement sont un peu plus issus d'écoles de commerce, même s'ils sont à finalité quantitative. Et il y a une partie déploiement qui se rapproche, je le disais tout à l'heure, un peu plus de l'IT. Et donc là, ce sont des compétences que nos consultants n'ont pas nécessairement toujours au début, mais pour lesquelles on les forme en tout cas dès leur premier mois d'onboarding pour avoir les bases et de se dire, OK, on ne te demande pas toi tout seul de déployer quelque chose en production dans un environnement IT, mais en tout cas, d'avoir les bonnes pratiques de base qui vont permettre de faciliter ce déploiement. Et donc, il y a quand même une logique de coding qui est intéressante derrière parce qu'on ne peut plus se contenter de dire je fais des développements sur ma machine qui vont de manière linéaire, en mode exploratoire, très très bien. Ça ne peut pas passer en production. Il y a une manière de travailler qui doit aussi s'apprendre. Et c'est pour ça aussi qu'on a lancé la practice data engineering, c'est justement pour avoir d'autres profils avec des compétences qui sont plus spécialisées et qui permettent de faciliter cette mise en production. C'est ça. Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas encore la différence entre un data scientist et un data engineer? Oui. Il y a de l'overlap, c'est sûr, mais je dirais que le data scientist va être un peu plus proche du métier et va vraiment se concentrer sur la technique de résolution du problème et donc
l'approche qu'il va falloir prendre pour résoudre un problème. Est-ce que ça va être du reporting? Quelles sources de données est-ce que je pourrais mettre ensemble d'un point de vue conceptuel pour arriver à répondre à la question? Si je dois faire de la modélisation, de quel genre de modélisation on va parler? Est-ce que je veux prédire, par exemple, les ventes pour les 6 prochains mois, ou est-ce que je veux prédire les clients les plus à risque de partir? On est dans d'autres types de problématiques et d'autres types de modélisation. Donc de pouvoir faire ces choix-là, de faire le test, l'évaluation pour arriver à une solution. On se dit, OK, on arrive au résultat attendu. Le data engineer va avoir cette responsabilité, en tout cas chez Agiletic, d'industrialiser ce travail-là. Et donc de se dire que le travail, les solutions qu'on développe généralement, ne sont pas juste des analyses one-shot, ce sont des choses qui doivent être mises à jour de manière régulière, parce que toi aujourd'hui, si tu es client chez un opérateur, tu es peut-être tout à fait à l'aise, mais demain, tu as eu des problèmes, l'opérateur n'a pas pu t'aider, tu es un petit peu insatisfait, donc ton comportement va changer et tu es demain peut-être un peu plus à risque. Donc ça veut dire que ces modèles, ils doivent, je le disais tout à l'heure, ils doivent vivre, ils doivent être mis à jour avec les nouvelles informations, les nouvelles données qui permettent de rafraîchir finalement ces prédictions, ces modèles. Ou ces rapports, le cas échéant, ou ces modèles d'AI, de nouveau, peu importe ici le type d'approche que l'on prend, c'est valable partout. Mais il faut s'assurer que cette automatisation de ce genre de flux, cette industrialisation, comme on le dit chez nous, elle puisse fonctionner. Et ça demande des compétences qui sont un peu plus proches de l'IT. Et donc là, on a ces profils data engineer qui viennent généralement du monde de tout ce qui est sciences computationnelles, informatique et autres, qui permettent de gérer, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure, mais de gérer tout ce qui est ces flux d'informations. Que se passe-t-il en cas d'erreur? Est-ce que j'ai les bonnes machines pour pouvoir traiter le volume d'informations? Est-ce que j'ai la bonne intégration avec l'outil de destination pour pouvoir la montrer, la partager? Si j'ai un problème, comment est-ce que je gère des alertes? Comment est-ce que je redémarre tout mon processus le cas échéant? Donc toute cette ingénierie-là est confiée au data engineer. Est-ce que tu peux aussi retracer les grandes étapes d'un projet data? Donc ici, on a parlé un petit peu du début, donc du scoping du projet, d'être sûr d'être bien aligné sur ça. Et on a parlé un petit peu de la partie déploiement. Est-ce que tu sais parler un peu des étapes au milieu? Oui. Alors, la première étape, une fois qu'on a bien défini le problème, ça va être de se dire, OK, quelles données on peut utiliser finalement pour y répondre? Et donc, on va faire le lien. Il y a pas mal d'allers-retours, c'est très itératif entre voilà le problème qu'on cherche à résoudre et voilà les données sur lesquelles on va pouvoir se baser. Donc, on va aller chercher ces données, dans un premier temps, de manière un peu ad hoc, avec des extraits, avec une connexion one-shot et une copie, finalement, de ces données, pour se dire, OK, avec ces données-là, on peut potentiellement répondre au problème. Une fois qu'on a ces données, qu'on peut les préparer, il y a toute une série de checks à faire, évidemment. Est-ce que les données sont suffisamment qualitatives, granulaires, complètes, exhaustives, etc., que pour valider que ce qu'on pensait au départ est complètement atteignable. Alors, il y a évidemment c'est un peu de travail préparatoire pour s'assurer qu'on peut l'avoir avant de démarrer le projet, mais il y a toute une série de vérifications qui sont faites évidemment en début de projet parce que ça demande parfois des réajustements. On se rend compte que là où on pensait avoir les données, par exemple, des 4 dernières années, on se rend compte qu'il y a une année, sur une période de 3 mois, où on a des comportements un peu bizarres et c'est parce qu'on a changé de système de caisse ou on a eu des problèmes à ce moment-là et donc il faut soit compléter l'information ailleurs, peut-être venant d'un Excel qui a servi à ce moment-là, ou se dire, OK, on fait peut-être l'impasse sur une partie, mais il faut arriver à l'intégrer. Et donc, il y a beaucoup d'allers-retours dans cette logique de compréhension du problème et la préparation des données. D'accord ? Une fois qu'on a ces données qui sont bien préparées et qui sont évidemment utiles selon la méthodologie qu'on va appliquer, est-ce qu'on est plus dans une logique de reporting ou autre, on va la préparer pour ce qu'on cherche à faire. Donc, typiquement, si on est dans une logique de prédiction de clients à risque de quitter, on va mettre les données d'une certaine manière, sous une certaine forme, pour le rendre digeste pour l'algorithme de prédiction. Donc, selon le type d'algorithme qu'on va utiliser ou selon le modèle d'IA qu'on va vouloir entraîner ou exploiter, on va présenter les données de manière différente. Donc là, il y a vraiment tout ce travail de modélisation de la donnée. Et puis, l'étape d'après, c'est de créer véritablement ce modèle. Généralement, ça, c'est
c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui est rendu le plus simple, ce sont quelques lignes de code maintenant où on peut, une fois qu'on a bien défini le problème, bien préparé nos données, rapidement développer des choses et dire tiens, est-ce qu'on arrive à des résultats, est-ce qu'on détecte des corrélations, est-ce qu'on a des sorties de modèles qui correspondent un petit peu à quoi on s'attend. Et donc là, on est dans la construction véritablement du modèle. Et puis l'étape très très importante, c'est l'évaluation. L'évaluation technique, de se dire tiens, d'un point de vue performance mathématique, statistique de ce que l'on obtient, est-ce qu'on est dans le bon par rapport à l'objectif qu'on cherchait au départ, hein, est-ce qu'on va bien dans le bon sens. Et puis, on en reparle aussi, l'évaluation par les utilisateurs. C'est ça. Est-ce que ce qu'ils voient a du sens? Et donc là, on est typiquement aussi, quand on traite ce genre de questions, dans des modèles qui sont les plus transparents possibles, qui sont explicables, parce qu'on doit pouvoir motiver certains choix, certaines décisions, pour dire, tiens, pourquoi est-ce que tel client il est plus à risque de partir qu'un autre? Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, on se rend compte que parfois, avoir un modèle qui est peut-être d'un point de vue purement statistique un peu moins performant, mais vachement plus explicable, permet une adoption beaucoup plus grande et une adhésion au projet beaucoup plus forte des utilisateurs. Donc ça, cette étape d'évaluation, elle est cruciale. Et là aussi, il y a beaucoup d'allers-retours. Parce que quand on explique justement ce modèle, les gens disent « Oui, mais attention, ça peut être expliqué par telle chose, donc c'est pas tout à fait correct, il faut peut-être revoir un peu votre copie dans la préparation. » Et donc on est dans un processus qui est extrêmement itératif là. Et on prévoit évidemment dans le projet toujours des itérations. On sait qu'il y a des allers-retours pour arriver à une solution qui est la plus, de nouveau, la plus pertinente par rapport au problème posé et qui sera la plus adoptée. Et ça fait partie du processus. Et ça a été adopté. Voilà. Absolument. Et donc ça, c'est extrêmement important d'arriver le plus vite possible à une première version et puis d'itérer avant la fin du projet. Donc ça sont les étapes. Et puis une fois tout ça est validé, alors on repasse dans cette phase de déploiement. Magnifique, merci. Est-ce qu'il y a un projet qui t'a marqué ou que tu trouves particulièrement intéressant et que tu voudrais partager? Il y en a plein. Il y en a plein. Et parfois pour des raisons différentes. Des projets que j'aime bien sont des projets où on peut avoir un impact immédiat. Typiquement, moi, j'ai mentionné rapidement tout à l'heure un projet qu'on a fait qui portait sur l'optimisation des commandes de pneus pour un leaser automobile. Donc, 2 fois par an, voiture en leasing, il y a des pneus qui sont usés, donc il faut recommander des pneus pour toute une série de voitures. Donc, on sait ce qu'on doit commander. Mais c'est pas juste de dire, OK, je commande ce pneu dans une marque et puis c'est tout. En fait, il y a une complexité là derrière, avec des contraintes, qui sont de dire, voilà, on doit commander à minima dans 3 groupes de marques différentes, maximum 4 groupes, et les groupes comportent plusieurs marques, chacune avec leur prix. Et dans chacune des marques aussi, il faut des volumes minimum et maximum par rapport à l'ensemble de la commande que l'on passe. Certains pneus peuvent être substitués par d'autres, mais pas tous, selon certaines caractéristiques propres. Selon le monteur qu'on va choisir aussi, il y a des réductions qui peuvent être différentes, mais avec là aussi des contraintes de volume minimal et maximal. Et donc on se retrouve avec un problème d'optimisation sous contrainte, donc on n'est pas nécessairement sûr de l'IA, mais qui peut s'avérer très très complexe pour un humain. C'est ça. Et ce genre de projet, j'ai adoré. Pourquoi? Parce que on l'a développé en 3 semaines. À partir du moment où on l'a fait tourner une première fois, il y avait déjà un gain de 100 000 € pour le client. Magnifique. Et ça tourne 2 fois par an, depuis 4 ans, 5 ans maintenant. Et ça continue à tourner. Et donc, ça, ce sont vraiment des projets où on a évidemment de l'impact de manière directe, mesurable, extrêmement claire, et c'est génial. Un autre projet que j'ai bien aimé, on a utilisé le même genre d'approche d'optimisation sous contrainte pour répartir le travail de manière optimale dans un back-office avec plus de 600 personnes. Pour que chaque jour, les bonnes personnes, en fonction de leurs préférences, leurs compétences, leur disponibilité, puissent répondre à toute la charge de travail qui arrivait, les dossiers, les tâches, etc. Et là, au-delà de l'aspect immédiat qu'on a pu voir, c'était dans la construction de ce projet. Je me souviens, c'était 11 jours, avec une petite équipe d'une dizaine de personnes. On avait déjà fait un premier POC qui tournait, mais sur une machine. POC, Proof of Concept. Pardon, Proof of Concept. Donc, c'est d'arriver à montrer que le concept a du sens. Donc, on a développé quelque chose de dégueulasse au niveau code, tout ce que tu veux, mais qui fournissait déjà des résultats et qui permettait, avec les utilisateurs finaux, de dire « Ok, c'est ça dont on a besoin, ça fonctionne. Améliorons-le comme ça. » Après 3 semaines, on avait une version qui tenait un peu plus la route, qui répondait plus aux besoins. Et on a pu faire un déploiement progressif dans d'autres départements. Et donc ça, c'était vraiment top parce qu'on a pu, justement, de manière très, très itérative et progressive,
assurer une adoption de ce programme qui a été utilisé pendant 3 à 4 ans. Et puis après, il y a eu d'autres réflexions sur, tiens, on va peut-être travailler de manière différente aujourd'hui, pas à cause du programme en tant que tel, mais voilà, simplement l'évolution du métier a fait cela. Et en termes de résultats? Alors en termes de résultats, là aussi, il y a eu un résultat très facilement mesurable dans le temps gagné, parce qu'avant, c'était un processus qui était manuel. Donc, on a pu réduire d'à peu près 2 équivalents temps plein tout le travail qui était fait pour ça. Et donc maintenant, ça tournait... quand ça tournait, ça prenait 10 minutes tous les matins à tourner pour envoyer l'assignation de dire, tiens, toi, aujourd'hui, tu vas travailler 3 heures sur telle matière, 3 heures sur telle matière, 2 heures sur telle matière. Donc, il y a un gain là de temps qui a directement été constaté. Mais il y a aussi une amélioration au niveau de la qualité, donc de la satisfaction finalement des employés du back-office. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait tenir compte maintenant de leurs préférences, de leurs compétences, de leur disponibilité, chose qui pour un humain, quand c'était fait manuellement, mais le nombre de contraintes étant tellement important, ça devenait très compliqué. Il y a trop de monde pour pouvoir faire de l'individu, et du coup, c'était noyé dans la masse. Exactement. Et donc ici, on répond mieux à toutes ces préférences, ces contraintes-là, et donc une satisfaction de la part des employés. Et alors le dernier élément qui n'était pas nécessairement attendu au départ, et qui était vraiment chouette, c'est que comme ça tournait tous les jours, au fil du temps, on a pu dériver des stats sur, tiens, mais tel type de matière est très peu couvert. Ou dans tel type de département, il y a toujours un overload sur tel type de problématique ou tel type de sujet. Et donc de fournir des recommandations sur des besoins en recrutement, des besoins en formation au sein des départements. Et c'est quelque chose qui a permis d'améliorer la qualité du service in fine. En toute honnêteté, on ne s'y attendait pas nécessairement au départ, mais très vite, on s'est rendu compte que ça fournissait de l'information supplémentaire qui n'aurait pas été disponible autrement. Est-ce que tu as d'autres études de cas qui t'ont plu, peut-être dans un domaine plus marketing ? Alors, dans les domaines marketing, tout ce qui est les modèles, on disait, de fidélisation. Et je dirais pourquoi ils m'ont marqué. Déjà parce que, de par mon passé, je veux dire, dans le monde des télécoms, j'ai beaucoup été confronté à ce genre de questions, de problématiques. Et qu'on a pu développer au fil du temps une méthodologie là autour aussi pour ce type de projet qui est très, très pragmatique. Je m'explique. Souvent, les clients viennent nous voir en disant, voilà, on a un modèle de churn, donc un modèle de rétention, qui permet d'identifier les clients à risque. Mais on ne sait rien en faire. Et il y a plusieurs raisons sous-jacentes à ça, et je ne vais pas rentrer dans tous les détails maintenant, mais le modèle, il a été globalisé, donc il s'adapte à tout, indépendamment des circonstances ou des moments de vie des clients. Et donc de dire un modèle de churn qui prédit que lors du renouvellement d'un contrat, un client est plus à risque, ça n'aide pas grand-chose. En tout cas, on ne sait pas en faire grand-chose. Par contre, de dire, on va travailler pour tous les clients qui, à chaque fois qu'ils passent dans le renouvellement de contrat, quels sont les facteurs qui font qu'eux sont plus à risque que d'autres. Il y a déjà un changement de comment est-ce qu'on définit, j'en parlais tout à l'heure, comment est-ce qu'on définit finalement ce problème-là pour être à la conception déjà actionnable. C'est ça, on en revient au fait de bien scoper, de bien définir le problème pour être sûr de résoudre le bon problème déjà. De résoudre le bon problème. Et ici, je dirais, dans cette question de la rétention, la fidélisation des clients, s'assurer qu'on puisse faire quelque chose derrière. On peut bien définir le problème et avoir un beau modèle, statistiquement, etc., mais qu'est-ce qu'on va en faire concrètement derrière ? Donc c'est un peu ce que tu dis aussi, c'est, oui, on résout le problème jusqu'au bout, et pas juste de dire la modélisation est la résolution de mon problème. Non. La résolution de mon problème, c'est je dis à tel opérateur ou à telle opératrice ce qu'il ou elle doit faire quand il ou elle est face à ce client. Donc ça, c'est vraiment important. Et autour de ça, c'est de se dire, OK, je vais rapidement, mais dans la rétention, c'est bien d'identifier qui est à risque. Après, tu dois te poser 2 autres questions. C'est, est-ce que je peux le retenir ? Parce que des gens qui ont une probabilité de risque ou que tu as déjà dégoûté tellement, tu peux peut-être plus faire grand-chose. Et donc, ça sert à rien de t'exciter. Tu n'arriveras pas à retenir ces personnes-là. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites là pour identifier ce type de client. Et 2, deuxième dimension à rajouter au problème, c'est est-ce que tu as envie de retenir ce client-là ? Un client qui t'appelle tous les 2 jours, qui te coûte énormément en termes de gestion, qui en plus explose son forfait, alors là, je parle dans le monde des télécoms, mais ça peut être tes services, quels qu'ils soient. Franchement, il faut peut-être mieux le laisser aller à la concurrence, quoi. C'est ça. Et donc voilà, c'est là-dessus qu'on joue pour se dire on va plus loin. Donc ces projets autour du churn nous permettent d'aller très très loin dans la recommandation et finalement d'agir sur la profitabilité. Et ça, c'est top, plutôt que sur du volume. Ça, je trouve que ce sont des projets extrêmement intéressants, mais de nouveau, très pragmatiques sur ça sert à rien de faire n'importe quoi. On a abordé pas mal de thématiques, pas mal d'études de cas.
En tant qu'entreprise, en tant que dirigeant, dirigeante, par quoi est-ce qu'on commence? Bon, on commence par identifier ces problèmes. Je disais tout à l'heure, c'est lié. Alors, nous, on adresse problème par problème, évidemment, mais ça commence par construire cette feuille de route. C'est de se dire, et en partant, en faisant abstraction dans un premier temps de l'IA, hein, parce que c'est sur beaucoup de lèvres pour l'instant, et on se dit, l'IA va résoudre tous mes problèmes. Comme il y a quelques années, le big data allait résoudre tous mes problèmes. Comme quelques années avant, le cloud allait résoudre tous mes problèmes. Enfin, je ne sais même plus dans quelle heure c'était, mais bref. Euh, Détachez-vous de la solution et voyons quels sont les problèmes. Quels sont vos objectifs, vos challenges à 12, 18 mois, 3 ans, on peut aller voir jusque-là. Et comment est-ce qu'on parvient à découper ça dans des sous-problèmes, ce sont parfois des montagnes, et dans ces sous-problèmes, est-ce qu'il y a des projets pour lesquels les données peuvent aider, ou l'exploitation des données de manière intelligente peuvent aider. Et on commence par ça. Et une fois qu'on a identifié ça, eh bien, on peut placer ça sur une feuille de route. Se dire, OK, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement faisable vu votre contexte, parce que vous avez les données, parce que au niveau approche, je dirais, data science que l'on prendrait, c'est pas compliqué, c'est déjà éprouvé. Allons-y, ça, c'est quelque chose qui est facilement démarrable. Hop, on fait ce premier projet-là, et puis on fait tel deuxième, tel troisième, etc. Une fois qu'on a ces projets, on rajoute une couche sur qu'est-ce que ça veut dire au niveau technologique chez vous et qu'est-ce que ça veut dire aussi au niveau organisationnel. Est-ce que vous avez les bonnes personnes? Est-ce que vous avez les bons outils pour permettre la mise en œuvre de ce genre de projet? Mais on démarre petit, on peut tester, il n'y a pas besoin d'avoir des énormes investissements au début. On teste, on voit, OK, qu'est-ce qui nous manque au niveau technologique peut-être pour y arriver? Qu'est-ce qui nous manque au niveau personne? On apprend les lessons learned, hein, on apprend vraiment pas des erreurs, mais il y a des apprentissages à faire au cours de cette première mission. Et puis, OK, on met cette feuille de route à jour. Ça va être quelque chose d'extrêmement vivant. C'est pas un plan qui est figé dans le temps. On le met à jour. On se dit, OK, peut-être qu'en fait, on n'est pas encore tout à fait prêt. On voit qu'il y a suite à ce premier projet, qu'il y a des gros blocages au niveau technologique. OK, réfléchissons à comment est-ce qu'on débloque ça. Ou peut-être, tiens, on n'a pas les bonnes personnes chez nous, on n'a pas les bonnes compétences. Mettons en pause et recrutons. Qui, quoi, comment. Puis une fois qu'on a cette personne, on peut continuer le reste de notre feuille de route. Mais il faut avoir ce plan, cette stratégie, on va dire, data, mais qui n'est pas une stratégie data pour le plaisir d'une stratégie data, qui est une stratégie data qui répond à une stratégie liée aux besoins de métier, business au départ. Ok, super, super. On arrive tout doucement à la fin. Est-ce que tu aurais un conseil pour les dirigeants, dirigeantes qui souhaitent se lancer donc dans la création de cette feuille de route? Je dirais, il y a quelques conseils à avoir. Ne pas trop se laisser influencer par la vague autour de tout ce qui est IA et les fausses promesses que la vague de l'IA ou d'autres vagues par le passé ont pu amener. L'IA est très utile pour résoudre certains types de problèmes, mais ce n'est pas la panacée qui va permettre de tout résoudre au sein d'une entreprise. Et donc, oui, ça peut être utile. Oui, ce sera certainement une bonne solution pour certains problèmes, mais de nouveau, concentrez-vous d'abord sur vos problèmes. Et si après, vraiment, vous dites, tiens, l'IA, c'est quelque chose qui peut m'aider dans telle et telle situation, je veux mettre ça en priorité, parce que je veux faire un peu plus d'innovation, parce que je veux déjà m'y frotter, pas de problème, on peut mettre ces projets-là en priorité. Mais la technologie pour la technologie n'a jamais rien amené, que ce soit l'IA de nouveau ou autre chose, et on risque très vite de tourner en rond, ou pire, de générer de la frustration parce qu'on n'aura pas travaillé sur la bonne problématique ou de la bonne manière qui soit, et donc d'avoir un effet pouf, et puis de se dire, finalement, l'IA, ça sert à rien, et peut-être passer à côté de belles opportunités. Donc ça, je dirais que c'est vraiment le conseil de centrez-vous sur votre problématique, faites-vous accompagner par les personnes qui connaissent après derrière le métier pour éviter des fausses promesses que aujourd'hui l'IA va promettre monts et merveilles, ou en tout cas va pouvoir tout résoudre. Donc c'est garder ce pragmatisme généralement qu'on voit chez les patrons de belles PME qui sont très orientés, oui, mais moi je veux voir de la valeur ajoutée. En fait, le focus, c'est le ROI. Et le ROI, quel est mon cas finalement? Est-ce que je vais réduire des coûts? Est-ce que je vais générer plus de business? Est-ce que je vais améliorer la qualité de mes processus? Peu importe, mais c'est ça qui est véritablement important, plutôt que le comment. Pour terminer, 2 petites questions. La première, quel conseil donnerais-tu à ton toi d'il y a 20 ans? Oula. Très intéressant celle-là. Le moi d'il y a 20 ans, c'est focus. Donc il y a une logique où je suis intéressé par beaucoup de choses, beaucoup de sujets.
Et j'aime bien toucher un peu à tout et tout connaître un peu sur tout pour avoir pas mal de sujets de conversation variés. Au niveau professionnel et aussi bien au niveau personnel, je me rends compte que cet éparpillement peut parfois mener à de l'égarement presque. Et c'est super important d'être focalisé, de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi on est bon et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire d'autres choses, quoi. Et ça fait écho, hein, parce que chez Agility, on a aussi dans l'histoire d'Agility le fait de vouloir accepter des projets qui avaient a priori peut-être même rien à voir avec ce qu'on faisait au départ, parce que ça semblait intéressant. Et en fait, avec le recul, je me dis, mais si on avait gardé ce focus, dès le début, je me dis, oui, le focus est super important, bah, on se serait peut-être pas lancé dans ce genre de projets qui finalement n'ont pas été rentables, ont amené beaucoup de frustration ou ne nous ont pas permis, nous, de nous développer comme on le voulait. Donc, avoir ce focus, c'est quelque chose de super important. Je dirais aussi autant au niveau personnel qu'au niveau métier. Ok, super intéressant. Et une lecture que tu recommanderais? Oh, alors, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a une que j'ai pas mal aimée. Enfin, que j'ai pas mal aimé, je dirais autrement, que j'ai plutôt bien aimé, c'est quelque chose d'assez positif. Je l'ai lu en anglais, il faudra peut-être retrouver le titre en français, mais c'est Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ah oui. Donc en français, ce serait l'art subtil d'en avoir rien à foutre. Et alors, même si le titre est un peu vulgaire et que l'auteur il est très direct aussi parfois, et je dirais un langage très peu châtié, c'est très intéressant parce que, aussi bien en tant qu'entrepreneur, où forcément on est confronté au quotidien à des situations qui ne sont pas toujours faciles à gérer, d'arriver à en mettre en perspective tous les problèmes auxquels il fait face. Tout le monde fait face à des problèmes. La vraie question, et sans spoiler le livre, c'est comment est-ce que tu réagis à ces problèmes. Et ça, c'est un choix qui t'appartient par contre. Et donc, c'est très intéressant d'avoir cette mise en perspective, de se dire, ouais, des problèmes, t'en auras encore. Mais quels sont les problèmes que tu choisis d'affronter? Et si tu choisis de les affronter, comment tu les affrontes? Ça, c'est un choix qui t'appartient. Et j'ai trouvé très, très apaisant cette mise en perspective, vraiment là en tant qu'entrepreneur. Ouais, c'est super intéressant parce que moi-même, j'ai adoré ce livre-là. Et Julien l'a aussi mentionné. Ah oui, c'est vrai? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres lectures que tu recommanderais? Alors, un livre que j'ai aussi lu récemment, enfin, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est le lien finalement entre une certaine performance au boulot et ton bien-être de manière générale en tant que personne. Et donc, je lis pas mal sur des sujets, notamment sur le sommeil, pourquoi c'est important, sur la nutrition, sur le sport. Alors, pas le sport de compétition de haut niveau, mais le sport de manière saine pour se dire, OK, tu as une vie d'entrepreneur, mais tu as une vie aussi. Et comment est-ce que tu parviens à gérer l'ensemble? Et il y a du renforcement mutuel, en fait, entre ces différentes composantes. C'est pas j'ai le métier et j'ai ma vie. C'est pas vrai. Les deux, tout va ensemble, que tu le veuilles ou non. Il y a de plus en plus de ce côté intrinsèque entre ces deux aspects-là de notre vie. Et comment est-ce que tu jongles au maximum? Et donc, c'est d'accepter qu'à un moment donné, bah oui, dans ta journée, si à un moment donné ça va plus, bah, va courir 1 heure, ou bouge-toi, ou lève-toi, ou va manger un bon bout, prends du bon temps. Et ça ne fera que renforcer ton travail. Faire des journées où tu bosses 16 heures par jour, tous les jours, pendant des mois, n'a aucun sens. On court un marathon plutôt qu'un sprint. Alors, il n'y a pas des moments où, effectivement, il faut un peu accélérer parce que il y a des deadlines, il y a des choses plus importantes, mais ça peut pas être un rythme continu parce que si à un moment donné, ton corps ne suit plus, bah, tu seras moins rien. Et donc, c'est un effet vicieux, ou en tout cas une spirale peu intéressante qui va se déclencher, quoi. C'est un esprit sain dans un corps sain. Un esprit sain dans un corps sain. Et donc là, il y a le bouquin, j'imagine que Julien l'a mentionné parce que je sais que celui-là, Julien me l'avait recommandé, c'est Why We Sleep, pourquoi est-ce qu'on dort. Non, ok. Il est très très intéressant celui-là. Et puis d'autres, c'est tout ce qui est, alors là c'est mon petit côté perso que j'ai ramené du Canada il y a ouais, quoi, 15 ans maintenant, bientôt 15 ans. C'est tout ce qui est la course pieds nus. Ah oui, Donc le fait de marcher, de courir pieds nus, hein, t'avais vu jamais Five Fingers au bureau. absolument. Voilà, absolument. ben, c'est dans cette continuité-là. Et voilà, je me suis fixé un objectif d'ailleurs cette année de pouvoir courir une certaine distance, pieds nus. Voilà, parce que je pensais à plein d'effets bénéfiques aussi sur le reste du corps. C'est intéressant ça. Quoi comme effet bénéfique? C'est moins traumatisant en fait.
ça redynamise, en quelques mots, hein, ça redynamise toute la mobilité, la flexibilité de ton corps qui est au départ prévue pour ça. D'ailleurs, c'est ce qui fait que, sans rentrer dans un cours d'histoire, mais que l'Homo sapiens versus l'homme de Néandertal a notamment réussi à survivre, c'est parce qu'il avait une morphologie qui, de nature, donc nous sommes faits pour courir tous les jours 30 à 40 km, quoi. Notre corps, au départ, il est fait pour ça. Et il nous a permis d'aller chercher plus loin de la nourriture, de courser des animaux plus longtemps, jusqu'à épuisement. C'est comme ça que la chasse était faite à l'époque. C'était on courait derrière les animaux jusqu'à ce qu'ils s'épuisent, quoi. Même si c'était plus rapide, on les suivait et puis on les cueillait quand ils étaient épuisés, littéralement. Et donc, le corps est fait pour ça. Et qu'il y a eu, dans les années 60, 70, une course qui a été lancée, c'est le cas de le dire, mais à des plus grosses semelles, des plus gros amortis, des plus gros drops pour essayer de compenser une certaine morphologie, une manière de courir pour aller de plus en plus vite, et qui en fait a été très vite contre-intuitive et qui maintenant a été tellement exagérée que c'est ce qui mène à plus de blessures, c'est ce qui mène à d'autres pathologies au-delà de la course qui font que on est moins à l'aise avec notre corps. Et donc, c'est retrouver ce naturel, cette flexibilité pour déjà se sentir bien en contact et autres, et redévelopper toute une série de sens qu'on a un peu perdu au fil du temps. Magnifique. Voilà, ça peut même toucher un peu à la philosophie derrière, mais Magnifique. Sujet très intéressant. J'ai déjà prêté à Clément d'ailleurs. Je le mettrai peut-être dans le titre de cet épisode, Pourquoi courir pieds nus. Pourquoi courir pieds nus. Et effectivement, enfin, je veux dire, on a beaucoup de coureurs chez Agilitic. Alors, c'était pas une question de recrutement, hein, mais c'est un fait. Il y en a beaucoup qui font des trails, des marathons, Ironman aussi. Des Ironman. Il y en a qui se préparent à la pause des Ironman. Alors, pas le cas de tout le monde, surtout pas moi, mais voilà, des niveaux différents, peu importe. Mais voilà, c'est un sujet qui commence à en intéresser plus d'un. Et je trouve ça chouette de discuter des aspects plus biomécaniques d'une part, mais aussi parfois du côté historique et plutôt même philosophique derrière, quoi. Donc, c'est génial. Ça mène à des débats de haut niveau lorsque l'on fait des petits after-work. C'est génial, c'est génial. Et pour terminer, c'est quoi la meilleure manière de te contacter ? La meilleure manière de me contacter, il y a plein de moyens. La meilleure manière, clairement, c'est via le site. On a quelques canaux qui sont là. Le formulaire de contact, le info@agilitic, il est suivi par nous, donc par toute l'équipe de management qui, en fonction de la question posée, on pourra directement la rediriger. Mais moi, je suis évidemment joignable. Je suis ça autant que mon inbox personnel. Et c'est le moyen le moins intrusif dans des journées qui peuvent parfois être chargées ou un coup de téléphone qui n'a pas été prévu, je vais avoir difficile à le prendre, quoi. Donc, c'est le meilleur moyen et très rapidement, par contre, je peux y donner suite pour le cas échéant fixer un rendez-vous. Ok, parfait. Merci Voilà. beaucoup. Merci à toi, Alex. Ravi et bonne continuation de toute façon. Hein. Merci. À très vite.